artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Il doit bien être 16h20 quelque part, n'est-ce pas? Et puisque n'est pas le cas du tout à Édimbourg, mais pour le ramener en terrain connu, Fred Bastien dans son dortoir d'Édimbourg. Comment vas-tu, cher ami? Le rêve, là. J'ai averti tout le monde ici là, que j'allais être en direct à la radio une dizaine de minutes. J'ai eu l'approbation de mes comparses et compatriotes. Tant que personne ne sort de son lit nu, ça devrait bien se passer. Je te parle, Fred Bastien, sans avoir la certitude que c'est bien toi, puisqu'aujourd'hui, il est de plus en plus facile avec des outils, somme toute, peu difficiles et peu chers à trouver sur le web, de faire ce qu'on appelle en bon français un deepfake, hein, une image fausse assistée là, par l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Tu t'es penché un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à savoir et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on en parle cette semaine parce qu'il y a eu à nouveau là, des pas de géants dans le développement de cette technologie-là qui a été ouvert au public là, dans les dernières 48 heures. Mais effectivement, on peut prendre un pas de recul. Là. C'est vrai que depuis quelques années même, là, j'aurais pu te fournir une vidéo qui aurait imité ma voix et mon visage. Puis là, ça semble comme de la science-fiction, là, mais ça se fait très bien. Là. Moi, j'ai un ami qui a copié ma voix en anglais, ça y a pris à peu près 12 minutes, puis maintenant, il peut me faire dire n'importe quoi comme un animateur radio américain. C'est extraordinaire. Mais pour le vidéo, ben, c'était beaucoup utilisé, bon, mais ça, on le sait en cinéma. Puis sinon, malheureusement, il y a une couple de gars dans leur sous-sol qui s'en servaient pour des fins là, non autorisées de pornographie. Donc, ils mettaient, par exemple, des visages de certaines actrices connues qui faisaient pas de pornographie sur des images pornographiques. C'était malheureusement un des cas d'espèce qu'on voyait le plus présentement. Mais là, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que plus que jamais, c'est extrêmement facile parce que grâce à un nouvel outil, on peut le faire en direct. Donc, autrement dit, effectivement, là, j'aurais pu avoir le visage de Richard Martineau présentement en train de vous parler. Je n'aurais pas eu sa voix ni sa verve légendaire. Ça aurait été concept quand même, Fred Bastien. Ouais. C'est juste que j'ai mon sel ici là en voyage, j'ai pas tout mon matériel pour me faire un deepfake moi-même. Mais non, mais sans blague, ça veut dire que les gens qui écoutent à la maison là, vos neveux peuvent le faire là. Tu sais, ceux qui sont les plus habiles avec un ordinateur, vos nièces qui sont les plus habiles avec la programmation peuvent aussi le faire. Vous voyez présentement, on voit à l'écran là, ça c'est disponible, c'est présentement utilisable là, sur des sites publics comme GitHub par exemple. On peut récupérer ce code-là pour faire une version de ce que vous voyez. Et ça, c'est donc des images en direct. Là. C'est la webcam qui filme la personne. Puis ensuite, on peut mettre littéralement le visage qu'on veut. Alors, moi, j'ai envie qu'on prenne un peu de recul, qu'on réfléchisse. Juste pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, on voit donc quelqu'un carrément dans sa chambre. Là, ça n'a pas l'air d'être un dispositif particulièrement high-tech. Et donc, qui successivement, là, en l'espace d'une minute, il a le même chandail bleu, là, mais il est tour à tour, J.D. Vance, le candidat à la vice-présidence américaine, Hugh Grant, Mark Zuckerberg, puis George Clooney. Et c'est vraiment, là, on voit, si on regarde de près, quelques petits défauts, mais à première vue, là, c'est George Clooney là, qui est en train de nous parler. Donc, c'est quand même bluffant. Et donc, ça peut, comme tu le dis, permettre à ces individus-là d'incarner des personnalités publiques assez facilement. Puis, comme tu disais, de leur faire dire ou faire n'importe quoi. Puis, encore une fois, ça semble être fait avec peu de moyens, là, tout ça, Fred Bastien. Exact. Donc ça veut dire que ça peut être utilisé par des acteurs partout dans le monde, des acteurs qui ont parfois des intentions néfastes. C'est aussi très impressionnant parce que, dans le fond, cette accessibilité-là fait qu'on se dirige de plus en plus vers un monde où on ne peut pas faire confiance à la vidéo, aux preuves vidéo qu'on voit. Ouais. Exact. Puis ça, c'est quand même fascinant parce que quand j'en parle aux gens autour de moi, même aujourd'hui, je posais des questions à mes comparses ici, je leur disais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis les gens bloquent, on a peur, ils disent, mais ça fait peur, on sait pas à quoi on s'attend. Puis c'est quand même le réflexe humain normal devant l'inconnu, là, d'avoir peur et de craindre. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup d'éducation à faire parce que notre système de justice dépend de la vidéo comme preuve souvent. Puis on sait à quel point les fausses nouvelles voyagent rapidement sur Internet, mais ça, c'est comme si on avait des fausses nouvelles là, sur les stéroïdes, là, parce que on n'a pas que le texte, mais on a aussi l'image. Tu sais. Puis c'est important de se questionner à savoir comment est-ce que on va réussir à traverser cette nouvelle épreuve en tant qu'humanité. Mais moi, je suis un grand naïf et un grand optimiste. Je me dis que l'humain, on s'adapte souvent assez rapidement quand même.
sais. Donc, quand on a des nouvelles inventions technologiques, habituellement, on trouve le moyen de comprendre assez rapidement qu'on va pas le contourner. Là, tu sais. On a peur de plein d'affaires, mais on a eu peur, par exemple, des modèles génératifs d'intelligence artificielle qui allaient remplacer tous les acteurs et tous les livres et tout. Tu sais, il y a aussi la bulle de l'innovation là, qui existe aussi dans le cadre de ces technologies-là. Mais celle-là, moi, personnellement, elle me ferait craindre un peu parce que on sait que c'est pas tous les gens là, qui sont aptes à avoir une pensée critique par rapport à ce qu'ils voient sur Internet. Puis, si on prend un pas de recul, ben ça regarde pas bien pour la suite. Pourquoi est-ce que ça nous fait autant peur? Et tu familier avec le principe, je vais dire en anglais, je le traduirai ensuite, là, de la Uncanny Valley, Francis? Non, ça me dit rien. OK, donc dans le fond, c'est, on va dire, la vallée du bizarre ou la vallée de la bizarrerie. C'est que si on prend, par exemple, là, les représentations graphiques informatiques d'un humain, bon, on pourrait imaginer que à l'extrême, là, le plus bande dessinée, on imagine, par exemple, les personnages de Toy Story, qui représentent des humains, mais qui sont très animés, là, très cartoon, on pourrait dire. Puis à l'autre extrême, on pourrait imaginer un photoréalisme parfait, absolument idéal, où il n'y a aucun moyen de distinguer là, la vérité de cette image-là. Puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle la vallée du bizarre, là, le Uncanny Valley, là, parce que si on est entre les deux, on dirait que notre cerveau humain est fait pour trouver ça vraiment bizarre. Là. C'est comme presque humain, mais pas tout à fait. Là, avec les vidéos qu'on voit récemment sortir de cette nouvelle technologie, on est comme en plein dedans. Là. On s'approche tellement de l'extrême où c'est 100% photoréaliste, mais des fois, il y a un mouvement de tête qui fait que l'éclairage est un peu bizarre, puis là, où soudainement, on dirait qu'on a l'impression qu'il y a de quoi qui cloche dans le visage de la personne. Est-ce qu'on a vu un monstre, un robot, quelque chose d'artificiel? Puis ben, les humains, on a évolué avec ça parce que probablement que quelque part dans l'histoire de l'humanité, c'était vraiment utile de reconnaître un humain de quelque chose qui faisait semblant d'être un humain. Ouais, c'est clair. Exact. Mais maintenant, on est un peu pris avec cette dette d'évolution. Puis ça contribue là, à augmenter notre sentiment de méfiance envers ces deepfakes-là, ce qui est peut-être une bonne nouvelle dans le fond parce qu'on n'est pas encore 100% dans le subterfuge de cette technologie. Ça me fait tout de suite penser à deux films, là, ou en fait un film et une série télé là, qui justement jouent sur la limite entre le robot et l'humain. Là. Je sais pas si tu as vu le film Ex Machina qui présente justement un personnage qui est un chef-d'œuvre. Effectivement, si vous ne l'avez pas vu à la maison, là, c'est un film d'Alex Garland qui est un de mes réalisateurs américains préférés. Et donc, dans le film, là, brièvement, il y a le personnage féminin qui est un robot humanoïde, mais dont on voit l'arrière de la tête comme robotisé là, en tout temps durant les scènes où elle joue. Fait, c'est quand même assez... Il y a quelque chose qui joue avec mon cerveau quand je regarde ce film-là. Un autre, bon, qui est joué par des vrais acteurs, mais où il y a des moments où c'est plus l'acteur, c'est des images. C'est la série, voyons, ça me revient pas. Là. C'est un parc d'attractions western, là, Westworld. Voilà. Et qui est aussi fabuleux. Puis il y a des scènes carrément où c'est des vrais acteurs qui jouent les robots, mais où justement on prend le robot, on l'amène dans un laboratoire, puis on ouvre son visage là, comme si c'était un dessus de Tupperware. Là, puis là, donc clairement, on voit l'intérieur du robot. Puis ça, encore une fois, je connaissais pas ce concept d'Uncanny Valley, pardon, mais ça me fait penser à tout ça, Fred. Ouais, imaginez-vous là dans Mission Impossible quand les gens enlèvent leur masque puis finalement il y avait quelqu'un d'autre complètement en arrière. On est un peu là-dedans. Puis quand même une ouverture intéressante, c'est que bon là on a parlé des utilisations néfastes, c'est toujours à ça qu'on a peur là. Quand on parle de la technologie, on imagine oh mon Dieu Terminator, c'est les robots qui vont gagner sur nous, les humains nous sommes que des petits humains devant cette grandeur technologique. Bon, c'est souvent des histoires qu'on se raconte pour se faire peur, c'est pas toujours ancré dans la réalité. Cependant, ça va être super intéressant cette technologie-là pour le monde du divertissement. Vous savez, là, les jeunes qui font des sketchs sur TikTok, par exemple, ou sur Instagram, qui font des sketchs, on se met quasiment une guenille sur la tête, puis ça, c'est le costume, puis on réussit quand même à faire rire avec des effets spéciaux complètement rudimentaires. Mais là, c'est plus facile que jamais de personnifier quelqu'un d'autre. Tu sais, on peut penser là, au Bye Bye ici au Québec, où plus que jamais, ça sera facile d'utiliser la technologie pour donner des airs de quelqu'un d'autre à un acteur ou une actrice.
Ça me fait aussi d'ailleurs penser, puis là, tu sais, je t'ai donné des films où vraiment on joue là-dessus, mais un autre usage, j'aurais envie de dire un peu positif, c'est suite au décès de Carrie Fisher, là, l'actrice qui a incarné la princesse Leia dans les films Star Wars. Ils ont quand même réussi à la fin du film Rogue One, là, qui est une espèce d'intermède entre deux films, à faire dire là, vraiment quelques lignes tout simplement à la fin, puis à rattacher en fait Rogue One au reste de la série en utilisant une personnification de la princesse Léa qui était donc un mélange là, d'animation graphique et de deepfake, et c'était quand même assez bluffant. Bon, la scène était relativement courte et tout, mais j'ai trouvé que scénaristiquement, narrativement, c'était comme un peu fou, là. J'ai eu comme la première fois que j'ai vu ce film-là, des petites palpitations de voir la princesse Léa revenir. Fait que du point de vue créatif, ça a certains avantages. Je termine peut-être en te demandant, Fred, il y a quand même toute une dimension éthique là, à ça. Je veux dire, là, tu dis au bye-bye, mais je devine que Radio-Canada va s'empresser d'émettre des lignes d'éthique et d'interdiction autour de l'utilisation de ces technologies-là. Est-ce qu'il y a des organismes qui cherchent justement à l'interdire ou à l'encadrer? Peut-être que tu ne sais pas, là, je veux pas te mettre sur le spot. Mais... Non, mais je pense qu'il faut l'encadrer. On sait que les Européens sont très forts là-dessus. Là. Ils essayent beaucoup, mais c'est extrêmement compliqué de décider quelle technologie est néfaste ou ne l'est pas. J'y vais avec une de mes phrases cultes. Là, la technologie, c'est comme un marteau. Hein? On peut s'en servir autant pour tuer quelqu'un que pour construire une maison. Donc, c'est difficile de rendre le marteau moral. Donc, je pense que c'est la même chose. C'est les humains qui s'en servent. Puis, tu sais, il y a quand même de l'espoir. Si, justement, on s'en sert pour le divertissement, présentement, tu as parlé de Star Wars, j'ai parlé de sketch humoristique, ben, c'est un super moyen d'éduquer le public sur ces technologies-là. Tu sais, souvent, le divertissement est une super manière de rejoindre les gens, de les faire réfléchir sur le bien et le mal. Donc, peut-être que si on s'en sert pour faire rire, pour amuser, un peu comme le théâtre du Festival Fringe d'Édimbourg, ça fera de nous des meilleurs humains. Nietzsche a écrit le gai savoir. Peut-être qu'un jour, Frédéric Bastien écrira le marteau moral. Qu'en savons-nous? Merci d'avoir été avec nous à l'émission. On se retrouve demain, cher ami. À demain.